Bonjour à tous. Je vais laisser Dernier s'installer. Merci d'être venus aussi nombreux pour parler du coup du choix des matériaux en RE 2020. Je vais essayer de faire une présentation assez rapide pour laisser une place majeure aux questions. C'est quelque chose que j'aime bien faire, répondre aux questions. Donc la première chose que je voudrais aborder par rapport à la RE 2020, c'est surtout, en fait, on parle beaucoup des seuils qui sont applicables depuis le 1er janvier. La première chose dont je voudrais parler, c'est surtout la dynamique en fait, dans laquelle on est en train de se diriger. Parce que la RE 2020, en réalité, on parle beaucoup des seuils fixes, mais on est vraiment en train de s'engager dans une courbe en réalité. Donc je vous ai écrit ici donc, les seuils de démarrage de la RE 2020 qui sont sur la ligne 2022 pour les typologies bureau, enseignement, logement collectif, logement individuel et pour la partie composants, c'est-à-dire la partie matériaux. Les chiffres qui sont sur la gauche sont des kilogrammes de CO2 équivalent rapportés au mètre carré de surface de référence, donc du CHAB ou de l'ASU pour les logements et l'enseignement. Et les points que vous allez voir sur la période 2022-2031 sont les points en fait, qui correspondent aux seuils intermédiaires qui sont déjà contenus dans la réglementation. Donc en fait, en 2022, on a bien des seuils à respecter, mais on aura de nouveaux seuils en 2025, de nouveaux seuils en 2028, de nouveaux seuils en 2031. Et là, je vous ai mis RE 2030-2040, simplement parce qu'on peut déjà se projeter sur la suite. On a une courbe de la stratégie nationale bas carbone qui nous dirige vers une neutralité carbone en 2050. Et le début des courbes correspond tout à fait avec la stratégie nationale bas carbone. Donc on peut à peu près en déduire la suite de ce qui va arriver un peu plus tard. Je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais j'aimerais bien du coup reparler de comment est-ce que on calcule le poids carbone des matériaux en construction. J'ai un problème de télécommande a priori, j'arrive pas à faire passer les slides. Non, ça fonctionne, c'est bon. Hop, on a déjà sauté un peu trop loin même. Ok, là on peut. Ouais. Donc pour quantifier l'impact environnemental des produits de construction, donc là on est vraiment en train de parler des produits, on n'est pas en train de parler de l'énergie. On a une base qui est une base source qui s'appelle IGNES, je pense que beaucoup dans la salle ici connaissent, qui est la source de référence des FDES et des PEP. Donc ce qui vont nous donner en fait l'impact carbone des produits pour les FDES et des équipements techniques pour les PEP. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que sur la base IGNES, vous allez trouver l'impact carbone des produits de construction, donc c'est-à-dire combien de carbone ont été émis dans l'atmosphère pour tout un cycle de vie d'une brique, par exemple. Donc on est vraiment à l'échelle du produit. Pour analyser l'impact carbone d'un produit, il faut le mettre en perspective par rapport à deux éléments majeurs. Le premier, c'est la durée de vie du produit. Donc vous avez des produits qui présentent par exemple un impact environnemental de 10 kg de CO2 équivalent pour une durée de vie de 50 ans. Vous en avez d'autres qui présentent un impact environnemental de 10 kg de CO2 équivalent sur une durée de vie de 10 ans. Donc évidemment, les données carbone sont extrêmement comparables. On a 10 kg, 10 kg, mais remis en perspective avec une durée de vie, on a un produit qui est beaucoup plus impactant que le deuxième. Également, la donnée carbone est à remettre en relief avec l'unité, ce qu'on appelle l'unité fonctionnelle. Donc sur une FDES, vous allez trouver une petite description du cadre dans lequel la donnée a été émise. Et donc par exemple, pour un isolant, vous pouvez avoir le même isolant qui est pour une unité fonctionnelle d'isolation de mur et pour une unité fonctionnelle d'isolation de sol, et vous n'avez pas forcément la même donnée carbone. Parce que dans l'analyse de cycle de vie, on va aussi étudier les méthodes d'installation. On va quantifier le carbone qui est lié à la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, évidemment, en mur et en sol va être différente. Donc on aura des valeurs carbone qui seront légèrement différentes. Alors là, je ne vous vois plus, mais j'aimerais bien passer à la slide suivante. Ça, c'est un élément majeur sur lequel je veux alerter parce que nous, donc, du coup, chez Composite, on est en train de développer une plateforme numérique sur les impacts carbone des matériaux. Et c'est en fait un contresens ou une incompréhension qui est extrêmement fréquente. Et c'est pour ça que j'ai créé cette slide-là. Donc, IGNES, comme je vous ai dit, c'est une base qui référence l'analyse de cycle de vie des matériaux par rapport à leur durée de vie qui est chacun différente. Une fenêtre, ça peut être 30 ans, une brique, ça va être 50, etc. En RE 2020, ce qu'on vous demande, c'est de faire l'analyse de cycle de vie du bâtiment.
Donc on va devoir en fait ajouter des contributeurs dans le bâtiment. Donc c'est un petit peu comme un panier sur Amazon. On va prendre des produits, on va les rajouter dans notre bâtiment. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'analyse de cycle vie du produit va subir une transformation quand il va passer dans l'échelle d'observation bâtiment. Il y a une opération mathématique qui se passe entre la donnée INIES et ce que vous allez trouver dans votre ACV de bâtiment. Cette opération mathématique, elle comprend principalement 3 facteurs. Le premier qu'on appelle le facteur d'adaptation au bâtiment. Ça veut dire si jamais vous avez un produit qui a une durée de vie de 10 ans, a priori, on va prendre son impact carbone en compte 5 fois, parce que la durée de vie qu'on va regarder à l'échelle bâtiment, c'est 50 ans. Deuxième chose, on a ce qu'on appelle l'ACV dynamique, dont vous avez certainement beaucoup entendu parler. Donc le gouvernement a décidé et a motivé que une molécule carbone émise à la première année de vie du bâtiment est plus grave qu'une molécule de carbone qui est émise au bout de 20 ans, au bout de 30 ans ou au bout de 50 ans. Et donc du coup, on a des éléments de pondération qui vont venir pénaliser, donc prendre vraiment en compte très fortement les émissions carbone qui sont émises en 2022 et qui va en fait alléger par une méthode comptable impure les molécules de CO2, l'impact des molécules de CO2 qui sont émises à horizon 50 ans. Le dernier point, c'est le module D, qui va aussi rentrer en compte quand on va faire l'étude du bâtiment, c'est-à-dire que si lors de la création ou la fin de vie de mon produit, j'apporte en fait un bénéfice dans un circuit extérieur, typiquement je recycle de l'acier et je peux le remettre dans un cycle extérieur qui va faire gagner du carbone dans un autre cycle, dans ce cas-là, on le prend en compte dans la RE 2020 sur le bâtiment, et ça vient en fait baisser la contribution carbone du produit. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est surtout que la donnée qui est sur INIES n'est pas immédiatement exploitable en RE 2020. Il y a bien un facteur de transformation entre les deux. Je vous ai pris des cas d'exemple quand même pour illustrer ce que je vous dis. Hop. Donc là, je vous ai pris un bardage aluminium simple pot, avec, donc c'est une donnée par défaut, avec le numéro d'identification pour ceux qui souhaiteraient aller vérifier. Donc vous avez en fait dans la FDES un impact de 91 kg de CO2 équivalent avec une durée de vie de 30 ans. Et en fait, quand on le passe dans la formule pour passer en échelle d'observation bâtiment, avec ces 3 facteurs, hein, je vous ai fait grâce de la formule mathématique, mais en RE 2020, il sera pris en compte à 136 kg. Donc là, on a quand même du plus 50% à peu près entre les deux. Là, on a l'effet inverse avec un biosourcé. Donc on est sur un Isonat Flex qui est un isolant fibre de bois, en épaisseur 145 mm. Pareil avec l'ID pour ceux qui voudraient aller vérifier. Donc l'impact carbone dans INIES, c'est 1,36 kg sur 1 mètre carré d'isolant. En fait, quand on va le passer de la même façon dans le calcul RE 2020, on va se retrouver avec 0,16. Donc là, on a divisé l'impact par 10. Donc on a vraiment des changements d'échelle quand on passe vraiment de l'impact carbone à l'impact produit qui sont plus ou moins marqués selon les produits. Il y a des produits où ça va être quasiment identique, d'autres produits où ça va être bien différent. Donc là, un petit mot sur Composite, donc la plateforme que nous on développe, qui est une plateforme en ligne sur laquelle vous pouvez créer un compte dès demain, composite.io, et qui va en fait vous donner une matériothèque. Alors non seulement le carbone, j'ai tendance à dire qu'il ne faut pas le regarder juste avec le prisme carbone pur, mais il faut toujours l'associer avec de la donnée technique, donc on est absolument multicritère. Mais le deuxième point, c'est que dans la plateforme, les poids carbone que nous on va vous afficher sur les produits dans le rectangle vert, c'est les poids carbone qui sont ceux-là. Ce qui veut dire que du coup, ils sont immédiatement comparables sur du RE 2020. Donc on n'est pas sur un duplicata de la base INIES, mais on est déjà sur des poids carbone qui sont opérables sur la réglementation qui rentre en vigueur au 1er janvier. L'autre petit point que je voulais ajouter, j'arrive pas à revenir en arrière, voilà. C'est que en fait, c'est intéressant de regarder les poids carbone au niveau des produits, mais à minima, ce qui est aussi intéressant, c'est de regarder les poids carbone à l'échelle d'un système, parce qu'on a beaucoup de marketing qui nous dit, ben voilà un mètre cube de béton contre un mètre cube de bois, alors que finalement, deux façades, une façade bois et une façade béton, ça se compose absolument pas de la même façon, ça se compose absolument pas avec les mêmes produits, avec les mêmes épaisseurs, etc. Donc en multicritères, nous on a développé aussi des vues à une échelle multiproduit, avec des systèmes qui sont préenregistrés, qui sont codés chez nous, pour montrer un système bois contre un système béton de façade ici, complet, du revêtement extérieur au revêtement intérieur. Comment est-ce que ça réagit en termes de carbone, non plus à l'échelle d'un matériau, mais vraiment à l'échelle d'une construction.
Voilà, j'en ai fini pour ma présentation et avec plaisir pour répondre à vos questions, si oui, il y en a dans la salle. Je crois qu'il y a quelqu'un qui passe le micro. Ouais. Vous êtes où? Tout au fond là-bas. Ah non, parce que comme vous êtes enregistré. Est-ce que vous utilisez la base Ignies du coup pour vos données? Ouais. C'est automatique, c'est régulièrement Exactement. mis à Donc jour? nous, sur la plateforme Composite, on est en web service Ignies. Donc ça veut dire que exactement comme si vous le voyez ici, en fait, nous, donc on est en licence avec eux. On récupère cette donnée d'entrée et on a le post-traitement là que j'ai signalé avec l'éclair. Et nous, on affiche ça. Mais la donnée source, on est bien en train de parler d'Ignies. Ouais. Merci. Oui, et du coup, on va retrouver quelle part de produits qu'on a sur la base Ignies dans la plateforme On va retrouver... Comment ça se passe? Alors, on va retrouver... Nous, on a un pari un tout petit peu différent que Ignies. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous connaissez, mais dans la base Ignies, vous avez des FDES collectives et des FDES par défaut. Et nous, en fait, on a la vocation de couvrir le plus largement possible le marché. Donc là, à date, par exemple, là où Ignies a 300 FDES d'isolant de murs sur les catégories qu'on a vues avant, on est déjà à 3000 articles. Simplement parce qu'on déroule en fait les collectifs, par exemple. On va aller dire, voilà toutes les données, tous les articles qui sont concernés par la collective. Et on essaye de faire ça de manière aussi exhaustive que possible pour le défaut aussi. Alors, c'est pas encore complet. On a des centaines et des centaines de produits qui rentrent toutes les semaines en base. Mais pour autant, on essaye vraiment d'ouvrir sur les articles du marché, pour pas que les concepteurs aient besoin à chaque fois d'aller ouvrir toutes les fiches pour se dire, mince, dans quel cadre est-ce que je rentre, est-ce que je suis en défaut, est-ce que je suis en collective, etc. On n'a pas d'autres questions? Oui. Question totalement iconoclaste. Ce matin, il y a eu une question sur le R du béton de chanvre et il n'y a pas eu de réponse. Là, en l'occurrence, sur le R du béton de chanvre et il n'y a pas eu de réponse. Et effectivement, je crois que c'est très difficile. Il n'y a pas eu de... Ouais. Enfin, ça nous donne quelque chose. Alors là, pour l'instant, on n'a pas modélisé le béton de chanvre. Le seul produit de béton... Personne semble l'avoir modélisé. On nous sort des R3 pour... c'est ça. Donc, alors c'est un produit à changement de phase, enfin à déphasage. Nous, le seul produit en béton de chanvre là, de tête qu'on va présenter dans la plateforme, c'est le Bio6, qui est un produit de maçonnerie en béton de chanvre non porteur. Et pour les murs béton de chanvre, pour l'instant, alors on discute avec une société justement, avec Philippe Lamarck, si vous le connaissez, qui est un peu, comme j'ai compris, le gourou du béton de chanvre en France et qui est aussi à l'origine d'une usine en région parisienne qui crée des murs en béton de chanvre préfa. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle voit de quoi je veux parler et peut me rappeler le nom, je ne l'ai plus en tête. Et on discute avec eux en ce moment pour voir justement s'ils ne peuvent pas nous accompagner sur la caractérisation technique du béton de chanvre. Mais pour le moment, on ne l'a pas encore dans la plateforme. C'est un vrai sujet, ouais, parce que sur les bâtiments des JO, par exemple, je sais que même les grands groupes se cassent un peu la tête pour trouver la data du chanvre. En tout cas, j'ai entendu dire. J'avais une question sur le module D. Ouais. C'est juste du coup un taux de réemploi possible au bout de 50 ans ou c'est quoi? Alors, je ne connais pas tous les cas possibles du module D. C'est vraiment le bénéfice qui est apporté dans un circuit extérieur et dans la base Ignies, en fait, si vous déroulez les données carbone en vue détaillée, vous allez le voir apparaître. J'ai pas eu la curiosité de rentrer, parce qu'on peut télécharger la FDES et rentrer dans le détail du scénario produit par produit. J'ai pas eu cette curiosité-là. Je sais que le recyclage, c'est probablement le cas le plus fréquent. Et il peut y avoir d'autres cas, mais là, je pourrais pas répondre dans le détail. Okay. Par contre, je vous invite à aller détecter des modules D dans Ignies et à aller ouvrir les fiches FDES pour aller vous renseigner directement là. Oui, merci. Du coup,
alors je sais que ça n'a pas forcément pour vocation une notion financière, la RE 2020, Ouais. mais souvent on arrive en cas de figure où on hésite, on va prendre la meilleure solution du coup au niveau des fiches et du bilan carbone, et on hésite parfois entre deux fiches. Est-ce qu'il y aura un critère financier qui va être intégré par la suite? Est-ce que je sais que c'est le sujet un peu tabou, mais c'est pas tabou chez nous, non. Ça va. En fait, je vous explique. Donc, on a des travaux en cours sur de l'économie. On a une économiste de 25 ans d'expérience qui travaille chez nous, qui est en train de créer des modèles. On n'a pas vocation à aller afficher de l'économie sur les produits. Pour une raison simple, c'est que en fait, vous le savez très bien, il y a une question de disponibilité, il y a une question de fluctuation de prix très forte, il y a une question de régionalité sur les produits, et donc aller s'aventurer à essayer de faire des bases de prix sur les produits, un, c'est pas notre métier, et deux, je pense que c'est un peu casse-gueule. Par contre, ce qu'on veut essayer de faire, et c'est le sens de nos travaux, c'est à cette échelle-là, c'est-à-dire de montrer, par exemple, sur des systèmes de façade, de sortir des différentiels en pourcentage, par exemple, d'une façade à une autre. Donc en vous montrant, là, vous avez peut-être une solution moins carbonée, mais peut-être un peu plus chère. Donc on est en train de travailler sur ça, là, en ce moment. Mais ce sera pas actif avant plusieurs mois, je pense, quand même, parce que c'est vraiment compliqué. Modéliser l'économie. Ah bah d'ailleurs, notre économiste est dans la salle. Du coup, je parle sous surveillance sévère, là. On voit sur ce slide-là, c'est des compositions prédéfinies. Est-ce qu'il y a l'utilisateur a la possibilité de composer sa façade avec les différents produits? Alors écoutez, c'était mon pari et mon parti pris au démarrage. Et les utilisateurs qu'on a eu en bêta avant de sortir la première version du produit m'ont dit que c'était une grosse connerie. Pour une raison simple, c'est qu'ils se retrouvaient à oublier un pare-vapeur dans une ossature bois, à oublier une colle pour poser un carrelage ou je sais pas quoi. Et du coup, ils me disaient, au final, on se rend compte qu'on a des erreurs dans les estimations carbone à cause des oublis. Et donc, c'est les bêta-testeurs eux-mêmes qui nous ont demandé de préfabriquer, grosso modo, dans la plateforme des systèmes compatibles. Donc, on l'a fait par rapport à une demande, en fait. D'accord, donc vous avez la vocation de définir toutes les compositions possibles, en fait, pour tout type d'industriel possible? À terme, oui, c'est ce qu'on veut faire. Donc là, sur les façades, vous pouvez déjà trouver des compositions CLT, des compositions COB, des compositions maçonnées et des compositions béton. On est en train de gérer des aciers parce qu'on a un client aciériste là qui aimerait bien pouvoir utiliser cette fonctionnalité pour ses façades de bâtiments industriels. Après, j'en vois pas d'autres, à part peut-être les bétons de chambre, effectivement, quand il sera prêt. Mais qui interviendra certainement avec l'ossature bois d'ailleurs. Mais oui, l'objectif c'est de couvrir ces différents secteurs. Et d'ailleurs on travaille, j'en ai pas parlé, mais pour les façades bois, donc on travaille avec l'UICB qui a fait une vérification, une relecture en fait des systèmes qu'on avait programmés. On est en discussion aussi avec Betty pour vérifier les bétons pour la maçonnerie. Je suis pas encore en contact avec eux, mais c'est sûr qu'on va essayer de le faire aussi. Parce que nous, on a beaucoup évidemment, il faut absolument que notre système soit fiable. Et c'est pour ça qu'on demande des relectures, pour être sûr que ce qu'on propose techniquement est réalisable, quoi. Je suppose que oui, mais je préfère poser la question pour être sûr. Alors je dis oui. On a parlé que de matériaux et j'imagine qu'il y a bien évidemment dedans aussi tout ce qui est CVC, production d'électricité ou autre. Eh ben non. Donc ça c'est des travaux en cours mais c'est pas en ligne encore. Donc, mais c'est prévu à une échéance à échéance 3 mois, ce sera en ligne. Ok. Donc les bases existent déjà en fait aujourd'hui mais pas de manière numérisée comme vous le voyez là. Donc on est en train de travailler sur l'intégration. Mais les données existent déjà donc ça va pas tarder. Au début, il n'y avait pas trop de questions, et là, oui, on était un peu timide. Ça se décante. Du coup, vous avez parlé de la CV dynamique. Donc, si je comprends bien, il vaut mieux éviter d'émettre du CO2 aujourd'hui. Et puis, si on relâche le même contenu dans 20 ans, c'est mieux. C'est ça, il y a une comptabilité avec un taux d'inflation.
Alors, je vais avoir du mal à commenter la CV dynamique parce qu'on me demande souvent est-ce qu'il y a un avis, etc. Donc moi, j'ai pas d'avis. En tout cas, il y a un effet de comptabilité comme ça, ce qui est beaucoup critiqué par certaines industries. Je pense que vous avez dû le voir même dans la presse spécialisée, en fait. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent, de fabricants qui se plaignent parce que au final, il y a des fabricants, typiquement le béton ou les maçonneries, justement. Peu importe à quel point ils vont décarboner leur chaîne de prod. La majorité de leur impact va se situer en amont. Et donc, la CV dynamique, de ce côté-là, n'est pas très incitatif pour ces personnes-là à se décarboner. De l'autre côté, pour les produits biosourcés, on a un effet de comptabilité qui, effectivement, les avantages dans la comptabilité RE2020. C'est aussi pour ça, en fait, qu'on a voulu apporter cette vue multicritère. Parce que mettre du biosourcé, y compris en isolant sur du béton, ça engendre d'autres choses, parce que il va falloir le protéger au feu, il va falloir le protéger à l'eau. Et du coup, tout ça, c'est pas neutre en carbone non plus. Donc si on veut avoir la vue complète, ok, il y a la CV dynamique, mais il faut aussi regarder les matériaux qui vont devoir être posés. Là, pour le coup, tout à l'heure, on parlait d'économie, il y a aussi une notion d'économie à aller reposer des pare-vapeurs, etc. Donc si on veut avoir l'image complète, il faut prendre tout ça en compte. Oui, je dis ça parce qu'avec la compensation carbone, on dit on plante des arbres, sauf qu'aujourd'hui, le CO2, ça ne change rien. Il faut le prendre sur tout le cycle de vie, alors qu'on va le comptabiliser tout de suite pour la compensation, quoi. Bonjour. Bonjour. En fait, je suis venue spécialement de la Tunisie pour ma cette conférence. question. Pour cette question, en fait, parce que je suis sur un projet actuellement et je ne trouve pas vraiment une réponse pour les produits à utiliser. Et là, surtout, j'ai peur d'être un peu dans la contradiction, parce que quand il s'agit d'une approche écologique, il faut aussi opter pour les matériaux locaux, oui. Et pas uniquement chercher à mettre des isolants et tout pour avoir un confort thermique, alors que peut-être il y a d'autres matériaux locaux qui offrent une certaine performance énergétique. En fait, c'est tout ça qui est dans ma tête que je n'arrive pas à trouver vraiment la bonne réponse pour une performance et pour des labels et des exigences de plus en plus demandées. Et franchement, là, je suis encore un peu plus perdue parce que pourquoi est-ce que ce travail que vous venez de présenter est spécifique pour la France ou est-ce que vraiment ça concerne tous les matériaux qu'on peut trouver de construction? Est-ce que vraiment, en ayant un compte sur votre plateforme, je peux trouver vraiment une réponse à mon projet? C'est tout ça, franchement. Je suis encore un peu perdue. C'est un peu ça. C'est-à-dire, est-ce que pour répondre réellement à une approche écologique, est-ce qu'on utilise la pierre, par exemple, pour la Tunisie, avec une inertie thermique qui a fait ses preuves, ou bien chercher à trouver un autre matériau ailleurs? Et là, je serais dans la contradiction d'importer un matériau, d'avoir encore un peu plus d'impact en carbone. Voilà, c'est ça. C'est pas une question qui va nous prendre 2 minutes, là. Merci. Mais dans tous les cas, on peut en parler juste après parce qu'on a le stand juste à côté. Je vous invite à venir nous voir. Je vous dirai un peu ce que je pense là-dessus. Mais c'est sûr que déjà, la première chose, c'est qu'une plateforme numérique, et que ce soit Ignies ou que ce soit la nôtre, elle affiche des chiffres. Et les chiffres, il y a un champ limite sur les données. On ne va pas pouvoir matérialiser avec un chiffre le fait qu'on a fait travailler l'usine qui est à côté, que effectivement le matériau n'est pas importé, etc. Donc évidemment, là, on est sur un angle réglementaire, avec la RE 2020 d'ailleurs, pour répondre à une autre question. La donnée RE 2020, elle est utilisable seulement en France pour le coup. Donc on ne va pas pouvoir vous aider avec cette donnée-là sur la Tunisie. Mais évidemment, on fait une partie du travail, en tout cas sur la partie réglementaire, mais ça n'empêche pas les gens évidemment d'utiliser leur tête pour aller trouver des solutions de bon sens, y compris si elles sont un peu moins bonnes. Dans Composite, c'est pas très grave en fait. Mais venez après en UI02, on est juste derrière et puis on peut en parler un peu plus. Bon, du coup, on en reste là. Merci beaucoup en tout cas.